Donc, vous créez un document format A4 vertical en RVB. Ouais. Si vous avez oublié de le faire, le RVB, au moment où vous créez le nouveau document, vous allez bien sûr dans Menu, Fichier, Mode colorimétrique du document et sur Couleur RVB. Ah, tu peux te voir autrement. Yeah. Alors, vous allez prendre le crayon et vous allez dessiner une poire rapidement. Voilà, une espèce de poire. Vous savez que les poires, ça peut avoir un peu toutes les formes. Donc, la mienne n'est pas très régulière, mais ça passe. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai fait une forme fermée, donc je suis revenu avec le crayon là où j'avais démarré. En supposant, et là j'annule, que vous n'ayez pas fait une forme fermée, comme ça, vous devez reprendre. Voilà. Alors surtout, c'est une poire, n'y voyez pas des choses bizarres, hein, parce que... Ah, Ça va. au moins ça met l'ambiance, la bonne humeur. Et donc, moi, c'est mon radar, hein. Alors vous enregistrez ça dans le dossier Intro 2 Illustrator. Quoi? Je vais appeler ça poire-01. Oh, voilà. On fait pas. Alors, on va mettre un dégradé dedans. Donc, vous pouvez activer déjà, en ayant l'objet qui est sélectionné, vous mettez la case de fond à l'avant-plan et vous pouvez activer ici le dégradé du noir au blanc. Pour pas passer nous. Ensuite, on va aller dans la palette dégradé pour créer un dégradé du rouge vers le vert. Donc ici, barre d'espacement, je bouge la poire sur le côté là, parce que la palette dégradée va arriver. Et je lui fais de la place. Et donc, menu fenêtre, dégradé de couleur, ben, elle est déjà sur l'écran chez moi. Voilà. Donc voilà, l'objet est sélectionné. Vous avez à double-cliquer sur les échantillons ici, de manière à faire apparaître le système de création de couleurs. Alors, oui, il y a le nuancier, il y a la pipette. On va créer la couleur au départ de rien. Ça vous propose de créer du noir, mais on va aller ici dans le petit menu, demander de créer une couleur RVB. Voilà, et vous choisissez, vous faites du vert. Voilà, du vert. De l'autre côté, même chose, on double-clique. Même chose, dans le petit menu, on dit qu'on fait une couleur RVB et on va plutôt faire donc du rouge. Ah oui, il est possible d'aller puiser là en dessous, si vous pensez que ça peut aller plus vite que de jouer avec les curseurs. Alors à propos de ces curseurs, il y a quelque chose d'intéressant à connaître. Que vous soyez en train de créer une couleur RVB ou CMJN, quand vous avez trouvé, à votre sens, vous pensez que vous avez trouvé la bonne couleur, vous pouvez modifier la luminosité de la couleur en enfonçant la touche Shift. Vous la gardez enfoncée et vous bougez les curseurs et vous êtes en train de modifier la luminosité de la couleur que vous aviez trouvée. Ça, c'est la bonne astuce. La touche Shift pour bouger les 3 curseurs en même temps, comme vous voyez, c'est la luminosité. Bon. Il n'est pas obligatoire que les couleurs soient les bonnes dès le départ, hein, c'est pas très grave, on pourra modifier ça par la suite. Alors, le dégradé, ce serait peut-être intéressant de le faire radial.
Éventuellement, on peut voir l'inversion des couleurs, Four. Yeah. mais non, finalement non. Je garde le vert à l'extérieur. Avec l'outil dégradé, vous allez pouvoir repositionner. Voilà. Ah oui, on peut même bouger ceci. L'annotateur de dégradé peut être bougé en principe, mais je sais même plus comment on fait, Tief, finalement. Ah oui, c'est en le prenant par sa barre. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas mal. En le prenant par sa barre, là, on peut le repositionner éventuellement. Oui, en fait, on retrouve là, sur l'annotateur de dégradé, on retrouve tout ce qu'on a ici, en fait, hein, dans la palette dégradée. That's Alors, on fait du graphisme, on peut lui mettre un contour. Donc, elle a déjà un contour, en fait. Si je clique à côté, oui, on voit qu'il y a un contour noir, mais on va lui mettre un contour différent. Donc, l'objet est sélectionné, casse contour à l'avant-plan. Voilà. Alors, palette contour, menu fenêtre contour. Elle était déjà sur l'écran, en fait. Voilà, et on peut lui mettre un contour. Laissez-le à cheval, c'est pas grave ici qu'il soit. C'est pas grave qu'il soit à cheval sur le tracé, qu'il ne soit pas à l'extérieur ou l'intérieur. Alors, au niveau de la couleur, on peut aller dans le nuancier, menu fenêtre nuancier, et aller créer une nouvelle couleur, nouvelle nuance pour le contour. Donc, OK. Alors, au niveau du nom, vous pouvez lui donner un nom spécifique. Oui, ou contour de la poire, je vais être plus spécifique ici. Voilà, donc on peut lui donner un nom. I can voilà. Sinon, ça prend le nom des valeurs RVB. Yeah. Donc, sachant que ça pourra être modifié par la suite, bien sûr, vous mettez une couleur. OK, voilà. La couleur est là. Alors, que l'objet soit sélectionné ou pas, en principe, si on modifie cette couleur, ça devrait modifier tous les objets qui utilisent cette couleur. Bon, regardez, la flèche noire, je clique à côté de l'objet, il n'est pas sélectionné. Donc, en principe, je ne peux pas modifier l'objet. Mais, étant donné que la couleur qui a été créée est une couleur globale, vous avez un petit triangle blanc ici qui vous l'indique. Vous avez tout ça, je suppose, quand vous avez créé la couleur, l'option couleur globale était cochée. Eh bien, étant donné que c'est une couleur globale, ça veut dire qu'il y a un lien entre la couleur du nuancier et tous les objets qui utilisent cette couleur. Et donc, logiquement, si je double-clique sur la couleur et que je modifie, j'ai même la case aperçue qu'on peut cocher pour voir. Voilà. Eh bien, ça se modifie sur l'objet, vous voyez, alors qu'il n'est pas sélectionné. Ça, c'est quand vous créez une nouvelle couleur, une nouvelle nuance. Il y a ici l'option globale qui est cochée. C'est ça l'option globale et c'est super intéressant. C'est un lien entre la couleur du nuancier et le ou les objets qui utilisent cette couleur. Donc, ça veut dire concrètement que quand vous faites une illustration, si vous utilisez des couleurs globales, vous n'êtes pas obligé de choisir dès le départ les bonnes couleurs. Ça peut être des couleurs en attendant, des couleurs un peu pourries, l'harmonie de couleurs n'est pas bonne. Et puis, quand votre illustration est faite, vos objets sont faits, vous pouvez régler le problème des couleurs. C'est une manière de faire, voire même faire des variantes de l'illustration, des essais. Tiens, voilà, j'ai une illustration avec plein de bleu.
qu'est-ce qui se passe si à la place des bleus, je mets des rouges. Voilà. Ça, c'est assez génial. Et si vous avez oublié de faire une illustration en utilisant des couleurs globales, c'est pas grave parce qu'il y a une possibilité de transformer toutes les couleurs d'une illustration en couleurs globales et donc de bénéficier de ce système. On va faire le test, vous allez voir, on va créer un petit texte à côté de la poire, sous la poire. Voilà. D'abord, on va peut-être enregistrer parce qu'il ne faudrait pas perdre ça. Après, on va s'occuper du contour et vous allez voir qu'avec le contour, on va faire quelque chose de graphiquement intéressant. Parce que pour l'instant, il n'est pas très graphiquement intéressant. Alors, au niveau du texte, on va directement tenter un texte qui va être sur un demi-cercle. Donc, sous la poire, là, vous allez créer un demi-cercle. Je vous rappelle qu'il faut prendre l'outil ellipse. Avec la touche majuscule, il faut tracer. Ça fait un vrai cercle. Oui, ça a pris les caractéristiques du dernier objet sur lequel on a travaillé au niveau des couleurs. Donc, on va enlever la moitié supérieure du cercle avec la flèche blanche. Vous cliquez à côté, puis vous venez cliquer sur le point du dessus et touche suppression du clavier. Vous vous retrouvez avec un demi-cercle. Voilà. Et alors, parmi tous les outils ici pour faire du texte, il y en a un qui est le texte curviligne. Vous allez pouvoir entrer dans le menu, aller sur la barre verticale, comme ça vous avez tous les outils texte qui existent. Celui-là, on va l'utiliser plus tard. Celui-là, on pourra l'utiliser, oui. Par contre, ceux-ci, on ne va pas les utiliser, ces deux-ci. Le texte vertical, ça, c'est très mauvais, en fait. Il ne faut pas utiliser ça, à moins que vous ayez une très bonne raison, mais en graphisme, c'est une faute d'utiliser le texte vertical comme ça. Regardez ce que ça donne. Vous pouvez essayer, d'ailleurs. Vous pouvez essayer, vous prenez ça, vous cliquez, et voilà ce que ça donne. Vous avez déjà un faux texte qui arrive là, et vous pouvez écrire quelque chose. Ça se voyait avant des enseignes comme ça, verticales dans les rues, où il y avait le nom écrit comme ça. C'est ce qu'on appelle le texte à la chinoise, mais encore une fois, peut-être pour des raisons pour des raisons de politiquement correct, ils ont changé le nom, ils appellent ça texte vertical maintenant. Mais ceci dit, il n'y avait rien de négatif à dire que c'était du texte à la chinoise. C'est simplement parce que les Chinois écrivent de haut en bas comme ça. Voilà. Mais donc, ne faites pas ça. C'est une faute en graphisme. C'est très peu lisible. C'est ça le problème, c'est que c'est peu lisible. Donc, ça fait partie des choses qui se faisaient avant et qui maintenant ne se font plus. On dit qu'il ne faut plus le faire. Est-ce qu'on vous l'avait déjà dit de ne pas faire du texte comme ça? Pas encore. Donc, voilà. Maintenant, il y a toujours l'exception. Oui, je sais que je ne dois pas faire du texte comme ça, mais pour ce projet-là, c'est génial ce texte, il faut absolument le faire comme ça. Ben oui, dans ce cas-là, voilà, c'est pour ça que l'outil est là. OK. Donc, avec la flèche noire, il est sélectionné, touche suppression, c'était juste pour montrer. Alors, ce qu'on va utiliser ici, c'est le texte curviligne. Alors, on aurait intérêt parce que Ah oui, tiens, vous avez toujours votre cercle? Non, moi j'ai dû l'effacer. Je vais faire commande Z. Oui, là j'ai fait commande Z sur le Mac, CTRL Z sur le PC parce que mon cercle était sélectionné en même temps que le texte, alors je l'ai supprimé. Donc c'est pas bon. Donc du coup, je prends la flèche noire, je clique à côté, je clique sur le texte, il n'y a que lui qui est sélectionné, pas le cercle. Oui, touche suppression, voilà. Alors j'en étais à dire que, ben oui, je vais travailler sur le cercle. Je vais peut-être le sélectionner justement d'ailleurs. Allez-y, s'il n'est pas sélectionné, sélectionnez-le avec la flèche noire. Puis, outil, texte curviligne. On va s'approcher sournoisement. Voilà, on va cliquer
Voilà. Le cercle a perdu ses couleurs et on a du texte qui est dessus. Bon, je vais taper poire. Voilà. Poire de la soif. Ah oui, il y a un petit signe plus qui est apparu pour indiquer qu'il y a du texte en excès. Il n'y a pas assez de lignes pour montrer la suite de la phrase, mais la phrase, elle est réellement là. Ça, c'est ce qu'on appelle le texte en excès. La petite croix rouge. Oui. Alors, on va bouger le texte avec la flèche noire. Et là, je vais quand même zoomer parce que ça devient petit sur l'écran. On va pouvoir bouger. Et pour ça, vous allez prendre par ici, par la ligne verticale au centre. Ah oui. Et vous le faites défiler. Alors, vous allez faire aussi passer de l'autre côté, toujours avec cette ligne. Faites-le passer de l'autre côté, comme ça, voilà. What to Listen. Alors, toujours avec la flèche noire, vous allez prendre la ligne verticale ici, de droite, et l'agrandir pour faire apparaître tout le texte. Voilà. Ah oui, je ne peux pas me payer ça maintenant. Tu devrais être comme un point là. Bon, il n'est pas centré. C'est pas obligatoire qu'il soit centré, mais on va quand même le faire. Alors, vous avez dans la palette contrôle qu'on avait fait apparaître, précédemment en allant dans le menu fenêtre contrôle, vous avez le raccourci, c'est toujours contextuel en fonction de l'outil qu'on est en train d'utiliser, vous avez certaines choses, et alors vous avez ici le centrage qui est là, qui se trouve en réalité dans la palette caractères, menu fenêtre, texte caractère. Faites-la apparaître aussi, tiens, la palette caractère, menu fenêtre, texte caractère. Sure. Et vous allez pouvoir agrandir la taille. Voilà. À un certain moment, il va falloir repositionner. Vous pouvez repositionner la petite barre de gauche et celle de droite, et puis celle verticale, voilà, pour bouger les deux. Celle du milieu, je veux dire, pour bouger les deux en même temps. Donc, j'ai dû jouer sur la barre de gauche, la barre de droite pour agrandir, pour que le texte à, dans mon cas, 30 points, soit visible. Et puis, barre verticale du centre ici pour bouger le tout. Et c'est comme ça que vous faites des packaging style camembert ou boîte de caviar ou tout. Voilà, du texte qui est écrit en suivant une ligne comme ça. Comme ça, vous avez vu comment ça fonctionne. Et vous pouvez lui mettre une couleur, la couleur que vous avez mise sur le contour. Ah, pas comme ça. Là, je viens d'appliquer la couleur sur le texte et ça est arrivé sur le contour du texte. C'est pas du tout ce que je veux. Donc, ce que je vais faire ici, c'est cliquer sur la flèche ici pour inverser, pour dire que la couleur qui est sur le contour va aller sur le fond. Voilà. Puis, quand le contour est à l'avant-plan, je dis pas de contour. Voilà. Voilà, ça c'est ce que je voulais. Et alors oui, la police de caractère, vous pouvez la modifier. Vous pouvez positionner le pointeur dans, ici, l'indication police. Avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous pouvez passer en revue les polices. Et vous voyez directement derrière ce que ça donne. Mais il va falloir sans doute aller dans le menu ici, le menu des polices, dans la palette caractères, aller choisir la police qui vous convient. Alors en principe, la police, on l'a choisie en fonction du message qu'on veut faire passer. Pas juste parce qu'on trouve que la police de caractère est jolie, mais vraiment, il y a toute une connotation à une époque, à une industrie. Donc, avant de choisir une police de caractère, quand vous faites un produit de communication, quand vous faites une affiche ou quoi,
il faut aller voir quelles sont les habitudes, qu'est-ce qu'on utilise d'habitude dans le métier pour ce type de produit, dans cette industrie-là. Comme ça, vous allez un peu voir parce qu'il y a plein de références, quoi. Et les gens le perçoivent de manière non consciente, la référence. Voilà. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire passer comme message. Ici, c'est un peu technologique et froid, par exemple, cette police-là. Voilà. Il y en a d'autres, voilà, ça, c'est plutôt référence au XVIIe siècle, les rois de France, etc. L'écriture un peu comme on le faisait manuellement anciennement. Voilà, vous avez des polices qui sont un peu trop vues, peut-être celle-là, ce genre de police. Vous avez des polices plus script, j'en ai vu passer une tout à l'heure, qui fait un peu pot de confiture, hein, les polices comme on voit sur les pots de confiture, les caractères comme voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment vous qui devez choisir la police et pas n'importe comment. Enregistrez le document. Oui. Alors, la police que vous avez choisie, finalement, est-ce qu'elle a des variantes? Est-ce qu'elle est en bold? Ah ben celle-ci n'a pas de variante. Donc typiquement, c'est habituel. Quand vous avez des polices très graphiques qui sont très dessinées, vous n'allez pas pouvoir dire que vous voulez une version plus épaisse ou italique, voyez, penchée. Ça n'existe pas. Donc dans ce cas-là, il faut ruser. Et donc, dans ce cas-là, peut-être que si je trouve que cette police est intéressante, mais que je la voudrais plus épaisse, je peux mettre un contour de la même couleur que le fond. C'est ce qu'on appelle le faux gras, F-A-U-X, gras. Donc le gras, c'est l'épaisseur. Et le faux gras, pourquoi faux? Parce qu'il n'existe pas, le concepteur de la police ne l'a pas prévu vraiment, une version plus grasse que celle qu'on a là. Vous voyez, dans le petit menu ici, ça n'est pas disponible pour la police que j'ai choisie et c'est pas étonnant. Eh bien, je vais pouvoir aller choisir une couleur pour le contour et voilà, ça épaissit la police. Alors voilà, vous allez pouvoir prendre avec la flèche noire l'arc de cercle et le positionner. Il peut être tourné aussi. Vous voyez, je le positionne là sur le bas de la poire. C'était un peu l'idée au départ, mais vous aviez sans doute compris. On peut le tourner avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Et avec l'outil de transformation manuelle, on peut aussi agrandir éventuellement. Donc, on ajuste. Donc, avec la touche Shift enfoncée, je lâche le bouton à souris, puis la touche Shift, je repositionne, je tourne. Voilà. Déjà des petites choses sympathiques. Bien sûr, on aurait pu faire en sorte que ça suive la courbe exacte de la poire, mais ce n'était pas vraiment le but ici. N'oubliez pas d'enregistrer le document. Et alors, nous avons donc la couleur globale qui est utilisée à la fois sur le contour de la poire et sur le texte. Et donc, vous allez voir que si on modifie la couleur globale dans le nuancier, ça va modifier les deux en même temps. La poire, enfin son contour, et le texte. Vous pouvez, avec la flèche noire, cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous pouvez double-cliquer sur la couleur globale qui est ici. La case aperçue, vous pouvez la cocher. Jouer avec les curseurs. Et voilà. Donc, vous avez en principe sur le texte la même couleur que sur le contour.
et c'est la couleur globale. Si vous n'avez pas encore fait la couleur globale, il est encore temps de le faire. Voilà. Par le menu nuancier, nouvelle nuance, il faut que global soit coché. Voilà, vous faites une couleur globale, et puis vous allez, voilà, par exemple comme ça, je vais faire une couleur globale, pas trop claire parce que pour le texte quand même, il faut qu'on voit. OK. La voilà, et vous allez la mettre sur le contour Soit, c'est bon. et la mettre sur le texte. Et sur le texte, vu qu'on a fait du faux gras, à la fois sur le contour du texte et le fond du texte. Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure, il y a un petit piège. Chez toi, on a vu qu'il y a un petit piège. Tu avais la poire qui était activée, chez toi, et la case de fond était à l'avant-plan, Donc, avec un dégradé dedans. Et quand on demandait dans le nuancier de faire une nouvelle nuance, ça met ça. Voilà, ça mettait ça. Donc, oui, et même si l'objet, on le désélectionne, ça continue à faire ça. Donc ça, c'est une caractéristique de Illustrator, c'est un piège. C'est parce que dans la case de fond, on a un dégradé. Il suffit de mettre en avant la case contour qui n'a pas un dégradé, et là, on arrive à faire une nouvelle nuance. Voilà, avec les curseurs comme il faut. Donc, c'est un piège. Et Illustrator n'est pas un logiciel facile, donc quand vous travaillez dans Illustrator, vous allez parfois caler. N'hésitez pas à aller sur des forums, sur le web, poser des questions, voir pourquoi ça cale, et aussi, bien sûr, parler à vos camarades qui vont pouvoir vous aider, peut-être parce qu'ils ont eux-mêmes rencontré ça, ou qui vont se souvenir que le formateur, à 9h29, a parlé de ça, mais vous vous en souvenez pas. Voilà, ça, c'est le genre de choses. Bien. Donc, quand vous n'avez aucun objet sélectionné et que vous double-cliquez sur la couleur, ça modifie la totalité. Avec la case aperçu cochée, vous allez le voir directement derrière, et ça, c'est pas mal. Alors, le contour de la poire, qui est assez infographique pour l'instant, ce contour. Il est régulier et voilà, il fait tout le tour. Eh bien, on va travailler un peu sur lui. Vous sélectionnez la poire. Vous allez dans la palette Aspect, qui est une des palettes vraiment les plus importantes de Illustrator. Menu fenêtre Aspect. Elle est là. Et une première chose à faire, c'est de faire passer le contour en dessous du fond. En prenant le contour ici par la droite de son nom, on le déplace sous le fond. Voilà. Et là, vous allez remarquer que la moitié du contour est sous le fond. Il n'est pas visible. Alors, si vous modifiez l'opacité du fond, vous devriez logiquement voir la moitié du contour qui actuellement n'est pas visible, vous devriez la voir apparaître. N'hésitez pas à zoomer pour bien voir ça. Donc, votre objet est sélectionné. Si vous cliquez sur opacité ici, vous diminuez l'opacité du fond. Voilà. Logiquement, voilà, la moitié du contour qui n'était pas visible redevient visible. Ça peut parfois être intéressant comme effet spécial. faute. Respect. On va le laisser comme ça, sachant qu'on peut le remodifier par la suite. Mais donc, on a une poire transparente là. On a une poire transparente. Si d'autres objets vont en dessous, on verra qu'elle est transparente. Mais on peut résoudre le problème en mettant un deuxième fond blanc en dessous là. C'est vraiment génial. La palette Aspect, c'est comme une espèce de mini palette décalque qui concerne les fonds et les contours qu'on met sur un objet. Alors, quelque chose qui va être intéressant, c'est de bouger le contour.
vous indiquez que vous travaillez non seulement sur cet objet, mais plus spécifiquement sur le contour, et vous allez mettre un effet. Alors, pas un effet de décalage comme on a fait l'autre jour, qui éloignait le contour de l'objet, mais un effet de déplacement. Alors, vous allez dans Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Et là, vous avez la case aperçue, bien sûr, qui est cochée. Et les deux curseurs qui nous intéressent ici, c'est déplacement horizontal et vertical. Vous pouvez jouer avec ça. Et vous voyez que vous obtenez un effet plus graphique déjà. Ça peut vraiment être intéressant. Quelque chose. Il va peut-être falloir épaissir le contour, si ça vous dérange qu'il y ait du blanc qui apparaisse. Voilà, et ça donne des choses graphiques et ça peut être sympathique, ce genre d'effet. Si à un certain moment vous voulez modifier le déplacement du contour, bien sûr, il faut sélectionner l'objet et aller cliquer sur Transformation ici. Et du coup, vous allez pouvoir replacer. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer. Alors, on va faire la queue de la poire, là. Donc, dans la palette des calques, ce serait peut-être bien d'aller verrouiller les objets, surtout la poire, puisque je vais les travailler tout près, là. Donc, première chose, je vais me débarrasser de toutes les palettes qui sont à droite, là, parce que ça commence à devenir le fouillis. Donc, c'est Shift Tab. Ensuite, menu fenêtre calque. Je vous rappelle que dans la palette des calques, vous pouvez avoir des vignettes plus grandes si vous voulez. Vous allez dans le menu de la palette des calques, dernière ligne, option de panneau. Ici, à Autre, vous indiquez 80. Mais il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez travailler avec une palette des calques avec des petites vignettes. Donc, j'ouvre le calque. Je verrouille la poire. Et je vais aller dessiner la queue de la poire. Ça ressemblera un peu plus à une poire comme ça. Et alors, on va utiliser pour la première fois la plume, qu'il faut quand même connaître parce que c'est l'outil vraiment de base de Illustrator pour faire des tracés, la plume. Et on va l'utiliser très simplement ici, juste pour faire une droite un peu courbe. Non, je veux dire un segment courbe. Oui. Donc, vous avez la plume. Si à la place de la plume, c'est une croix comme ça, quand vous l'amenez sur le document, c'est que la touche verrouillage majuscule, la touche Caps Lock, est enclenchée sur le clavier. Ça n'a aucune influence sur le fonctionnement de l'outil, c'est ce qu'on appelle l'outil précis. Vous avez ça aussi dans Photoshop. Donc, si votre touche verrouillage majuscule est enclenchée, vous avez le pointeur précis. C'est un truc habituel sur les forums. On voit des débutants dans Photoshop qui envoient des messages. Mon Photoshop bug. Quand je prends un outil, c'est une croix à la place de l'outil. Eh bien, c'est bêtement ça. Ah oui, et en plus, souvent, ils ajoutent « Et bizarrement, de temps en temps, ça marche et de temps en temps, ça marche pas. » Ben oui. Alors, vous allez cliquer sans bouger la souris à l'endroit où vous voulez que la tige de la poire démarre.
Voilà, vous avez mis à point. Et sans enfoncer la souris, vous allez plus loin. Il est Il n'y a pas de nouveau calque ici, hein. C'est un nouvel objet qui vient de se créer dans le calque. Donc, sans enfoncer le bouton souris, vous allez plus loin et vous allez enfoncer et garder enfoncé et bouger. Et là, vous avez une tangente qui apparaît et vous déterminez la forme que vous allez donner à la queue de la poire. Voilà. On lâche le bouton de la souris, c'est bon, on peut réenclencher la flèche noire, on est sorti de la création à la plume. Voilà, on a donc 2 points d'ancrage. Premier point d'ancrage ici, deuxième point d'ancrage ici et 2 poignées de tangente. Et pour bouger tout ça indépendamment, c'est la flèche blanche. On clique à côté, on vient cliquer dessus, on bouge le point ici, on bouge le point là, là. on tourne les tangentes comme il faut. Voilà. Vraiment première approche. Il y a un fond en fait. Oui. Forcément, il a pris les caractéristiques du dernier objet, mais on va lui donner une couleur différente. Donc, au niveau de la couleur, je vais déjà enlever le fond Ouais. et mettre une couleur de contour différente par le nuancier, menu fenêtre nuancier. OK, on va faire comme ça. Cross. Donc, l'épaisseur, bien sûr, l'épaisseur de ce segment par la palette de contour. Et alors ici, on va voir quelque chose d'intéressant, c'est transformer cet objet qu'on est en train de voir là, cet objet, cette espèce de rectangle courbe, il est créé par un segment avec une épaisseur. Eh bien, on va le transformer en un vrai objet, comme si on avait dessiné cet objet brun. Menu Objet, décomposer. Objet décomposé. On vous propose de décomposer le fond et le contour, mais il n'y a pas de fond, c'est le contour qui va être décomposé. Vous cliquez sur OK. Et donc, vous avez maintenant un vrai objet. Et ça peut être vraiment pratique parfois. Donc, plus de possibilité de modifier l'épaisseur du contour sur cet objet, bien sûr, hein. Je veux dire, la largeur là, ça ne se modifie plus. Par contre, vous allez pouvoir faire certaines choses sur cet objet, notamment avec l'outil de déformation, vous allez pouvoir aller le modeler. Et donc, derrière l'outil largeur ici, vous avez l'outil déformation. Vous prenez l'outil déformation. N'hésitez pas à bien zoomer sur votre objet là pour travailler. Alors, l'outil déformation, vous voyez qu'il est super grand. Si on essaye de déformer en cliquant et en bougeant, voilà, ça peut donner un truc bien, mais là, j'annule. Enfin, vous voyez, l'objet qui est sélectionné se déforme. Mais si on veut être plus précis, il va falloir double-cliquer sur l'outil de déformation pour faire apparaître ces options. Et là, vous allez pouvoir décider du diamètre de la brosse de déformation. Par exemple, ici, je vais essayer 5 à la place de 35, 5 en largeur, 5 en hauteur. Voilà. Et là, quand je vais déformer, c'est quand même un peu plus précis. Et si vous voulez, vous allez pouvoir essayer la même chose sur la poire.
pour la remodeler. Oui, on avait vu que pour remodeler un objet, on peut revenir au crayon dessus, mais il y a aussi cet outil de déformation qui peut servir. Donc, la poire, il va falloir la déverrouiller dans la palette des calques, la sélectionner par sa petite cible ici, par exemple, double-cliquer sur l'outil déformation pour aller mettre un diamètre plus grand. Et voilà, et on peut aller modeler. Mais dans ce cas-là, c'est trop petit, ça fait des choses bizarres. L'outil déformation est peut-être un peu trop petit. Allez. Enfin voilà, ça a quand même pas trop mal fonctionné, ça va. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps sous un nom différent. Ok, je vous montre rapidement quelque chose. Vous allez essayer après. Si vous voulez que votre poire soit luisante, brillante, ben là, je vais aller verrouiller les objets, là, pour éviter de travailler sur eux. Je vais aller prendre un cercle, comme ça, dans lequel je dois avoir aucune couleur de contour et un dégradé dans le fond. C'est bien. Je vais dans la palette dégradée, fenêtre dégradée de couleur. Je vais mettre d'un côté du blanc. Donc le blanc en RVB, c'est les 3 curseurs à fond. Sinon, j'aurais pu cliquer là-dessus, c'est bon aussi. Voilà. Je vais indiquer que ici, de l'autre côté, c'est aussi du blanc. Mais l'opacité de ce blanc va être à 0%. Et donc, vous voyez ce que j'obtiens? Un dégradé du blanc vers le transparent. Voilà. Et avec ça, je vais pouvoir aller positionner un effet de reflet. Alors, il faudrait qu'il soit bien centré, en fait. Voilà. Avec l'outil dégradé, je le trace au départ du centre du cercle. Voilà. Et voilà comment on peut éventuellement faire un effet de reflet. Avec l'outil transformation manuelle, je vais le redimensionner. Essayez de faire ça. Du blanc de chaque côté dans le dégradé. Une partie du dégradé, 0% d'opacité. Le dégradé bien mis au centre du cercle grâce à l'outil dégradé. Transformer pour repositionner et redimensionner. Voilà. Peut-être même que pour se dégrader, ce serait intéressant que l'autre échantillon, qui est à 100% d'opacité, ne soit pas à 100%, qu'il soit un peu à 70 ou quelque chose comme ça. Comme ça, il se mélange avec la couleur d'en dessous. Donc, c'est juste pour montrer comment vous pourriez éventuellement, dans Illustrator, faire un effet de volume sur l'objet. Eh bien, avec ça, on va faire un motif. On va faire un motif, et pour faire un motif, il va falloir sélectionner tout ça et l'amener dans le nuancier. Et pour pouvoir sélectionner tout ça, vous devez enlever évidemment les cadenas
en face. Voilà. En face des objets, ils sont tous sélectionnables. Vous pouvez faire un contrôle A sur le PC, commande A sur le Mac. Vous allez déplacer tout ça dans le nuancier. Avec la flèche noire, vous prenez, vous déplacez dans le nuancier. Et voilà, vous avez votre motif qui est là. Ne cliquez pas directement là-dessus après l'avoir mis, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre, dans toutes les formes qui sont là, vous allez mettre ce motif-là. Je vous le montre ici parce que de toute façon, on peut annuler après, mais c'est une erreur habituelle. Quand on vient d'amener un motif dans le nuancier, on clique sur lui et puis on met le motif dans les objets qui ont servi à faire le motif. Et voilà le truc bizarre que ça donne. Donc, j'annule. Édition annulée, voilà. Je clique à côté de la poire, je vais zoomer en arrière, agrandir le plan de travail et tester le motif dans une forme. Et vous pouvez donc faire une forme comme un polygone dans lequel on va mettre le motif, tout simplement. Voilà. En tant que fond. Oui, parce qu'on peut aussi le mettre sur le contour, mais on va le mettre sur le fond de ce polygone. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et bien sûr, le problème ici, c'est que l'élément qui fait le motif est trop grand. Il va falloir réduire ça. Parce que le principe du motif, c'est que c'est une répétition. Mais enfin, déjà, si vous arrivez jusque-là, c'est pas mal. Voilà, si vous voulez, vous faites encore une autre forme. Vous vous souvenez comment on fait un triangle avec l'outil polygone? Pas possible de donner des cadenas, monsieur. Demande d'Anne. Tu vois? Voilà. Cadenas? Bon, ici, je vais sélectionner les deux formes et leur mettre un contour. Comme ça, on voit leurs limites. On voit où elles sont. Voilà. J'aurais mis un contour bleu. C'est un peu plus clair. Et alors, on va paramétrer le motif. Mais oui, parce qu'on l'a créé, mais on n'a pas paramétré le motif. Il va falloir aller dans l'éditeur de motifs. Et pour ça, vous n'avez pas besoin que les formes qui utilisent le motif soient sélectionnées. Vous n'avez pas besoin même qu'il y ait une forme qui utilise le motif dans le document. Ici, on en a fait deux, c'est juste pour la démonstration. Donc, rien n'est sélectionné. Je clique avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur le motif dans la palette nuancier. Oh, non. Et alors, au centre de l'écran, vous avez une répétition du motif. En réalité, voilà, si je zoome en arrière, donc ça se met au centre de l'écran. Donc, rien à voir avec le centre de la page, le centre du plan de travail. Ça arrive au centre de l'écran. You know, right? Alors, dans la palette options de motifs, je vais faire un peu de place ici parce que, voilà. Dans la palette options de motifs, on voit qu'on a une simulation de la répétition du motif 3 par 3 ici. Si vous choisissez 5 par 5, vous aurez, à la place de 9 répétitions, vous en aurez 25. Ah ouais. La seule chose qui est accessible, c'est l'objet qui est là au centre, dans la zone bleue. Le reste, ce sont des images non accessibles. C'est pour vous montrer ce que ça donnera quand ce sera répété. You know. Alors, Mais ici, déjà, à la place de grille, vous pourriez choisir brique par rangée ou brique par colonne, et vous allez voir qu'il va y avoir un décalage dans les répétitions. Zoe. Well, that's right. That's one thing. You know what? Finish it.
Alors, vous avez ici le rectangle qui définit les espaces entre les répétitions. Vous pourriez le modifier avec cet outil-là qu'on enclenche dans les options de motifs. Dès que vous enclenchez cet outil-là, vous voyez, vous avez des poignées et vous pouvez agrandir et ça éloigne les répétitions. Voilà. Ou alors, vous pourriez même Mais, faire déborder le rectangle sur l'objet et alors il y a des superpositions. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez que quand le rectangle est plus petit que l'objet, mais il y a des superpositions qui arrivent. Et là, vous avez la possibilité de décider ici comment ça se superpose, comment ça se chevauche. finalement. Voilà. Je vous rappelle que le fond de la poire a de la transparence. Ce qui peut être un peu ennuyeux. Si on les superpose comme ça. Voilà. Mais bon, on ne va pas les superposer de toute façon parce qu'il y a du texte et on n'arrive plus à lire le texte. On va donc retravailler sur le rectangle pour déterminer un espacement correct. Voilà. Et donc, ce motif, vous l'avez paramétré un peu. Vous allez pouvoir sortir de l'édition de motifs à l'aide de la petite flèche ici. Ah, on une purchase. Bon, alors là, il y a deux choix. Si je veux que la poire se répète de manière plus petite dans les formes, soit je joue directement sur les formes, on l'a fait ça, modifier la dimension des motifs dans les formes, soit dans le motif lui-même, quand je double-clique sur le nuancier, dans le motif dans le nuancier, je le fais plus petit. Je fais une poire plus petite. Bon, ici, on va laisser la poire comme ça parce que redimensionner les objets comme ça peut être compliqué. Ça peut amener des erreurs. Donc, on va sélectionner bêtement les formes qui contiennent le motif et on va aller double-cliquer, vous vous souvenez, sur l'outil de mise à échelle. Et là, on va indiquer qu'on va le mettre, par exemple, à 20%. Touche tabulation pour valider ce qui a été mis là. Ah oui, et puis il faut décocher transformation d'objet. Ah ah. Voilà, il n'y a que le motif qui se redimensionne. OK. Et voilà donc un motif. What's that? Tellement. Alors, si vous zoomez, il est possible qu'il y ait des lignes qui apparaissent à certains endroits. Il ne faut pas s'en soucier. Dans le motif des lignes, ce sont les raccords. Mais c'est seulement dans Illustrator qu'on les voit. Ah ben tiens, là, je ne les ai pas, les raccords. Je ne vois pas de lignes. Mais si vous voyez des lignes verticales et horizontales très fines sur votre motif, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas essayer de faire quelque chose. C'est juste l'affichage dans Illustrator. Les raccords entre les répétitions du motif. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Donc, on va cliquer à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Avec la flèche noire, on clique à côté de tout. Dans la palette nuancier, on va double-cliquer sur le motif. Mais attendez, avant de faire ça, on va peut-être zoomer en arrière et aller créer un plan de travail supplémentaire. Avec l'outil plan de travail, je vais aller créer un plan de travail comme ça. Et zoomer sur lui. Comme ça,
le motif qui va arriver, je vais le voir sur un fond blanc. Voilà, on peut double-cliquer sur le motif. Mais attendez, avant de double-cliquer sur le motif, on va plutôt travailler sur une copie du motif parce qu'on se dit que, voilà, ce qu'on a obtenu là, c'est pas mal, mais on va en réalité travailler sur une copie de ça. Donc, vous pouvez prendre le motif qui est là, l'amener sur l'icône du signe plus. Vous avez une copie qui est là. Quel est son nom? Nouvelle nuance de motif 2, d'accord, et celui-là, c'était 1. OK, et c'est sur celui-là qu'on va double-cliquer. Vous voyez, sécurité avant tout. Bien que dans les versions qu'on a enregistrées sur le disque dur précédemment, le motif s'y trouve, mais voilà. On double-clique, et voilà. C'est plus propre que tout à l'heure, hein, la manière de voir le motif ici. OK. On peut quitter l'outil plan de travail, bien sûr. Alors voilà, regardez, je vais faire le test ici. Déjà, première chose, je vais englober la poire, tout ça, j'englobe pour sélectionner. Et dans la palette des calques, je vais faire un groupe avec ça. Donc actuellement, ces 4 objets sont sélectionnés, ceux qui font la poire. Je vais les mettre dans un groupe en faisant objet associé. Et puis, je vais dupliquer le groupe en amenant le groupe sur le signe plus. Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? OK, il n'y a pas de raison qu'il ne veuille pas, c'est parce qu'on est là-dedans dans un motif. OK, je vais faire un copier-coller tout simplement. Voilà, copier-coller, ça marche. Voilà. Et vous avez donc un groupe et un autre qui sont superposés. Donc, vous faites ça. Il s'agit de créer un nouveau plan de travail qui va occuper tout l'écran. Dans la palette nuancier, il faut dupliquer le motif actuel en l'amenant sur le signe plus. Et puis, on va double-cliquer sur la copie. Et la copie, on va la modifier. Et qu'est-ce qu'on fait sur la copie? Sélectionner avec la flèche noire toutes les formes, demander objet associé, et puis copier-coller, et j'obtiens 2 poires superposées. Alors, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, c'est pour ça que dans la palette options de motifs, ça peut être intéressant peut-être pour vous, cette fois-ci, de passer en copie un par un pour ne plus voir les répétitions. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez clairement 2 objets, 2 groupes. Ce sera peut-être plus clair pour la suite. Parce que toutes ces répétitions, ça perturbe. Alors ici, cette poire, je vais la retourner avec l'outil transformation manuelle. J'active transformation manuelle. Avec la touche majuscule, la touche Shift enfoncée, je tourne. Et finalement, elle est complètement retournée, voilà, comme ça. Et je vais la mettre tête bêche comme ça. Et ça va devenir mon nouveau motif, en fait. Je vais voir ce que ça donne si elles sont tête bêche. Dans la palette options de motifs, je vais demander que les répétitions se voient. Donc, à la place de 1 par 1, je mets 5 par 5. Voilà. Et puis, avec le rectangle bleu, je vais déterminer les espacements. Je dois activer dans options de motifs le rectangle bleu. Et pour bien faire, il doit arriver à englober les 2 poires. Voilà. Et voilà donc le nouveau motif tête bêche.
On sort de l'édition de motifs avec la petite flèche là. On va voir ce que ça donne quand on met sur des formes ce motif. Alors, ben oui, les formes là, précédemment, sur l'autre plan de travail, elles n'utilisent pas ce motif. Elles utilisent celui-ci, mais pas celui-là. Donc, je mets celui-là, voilà, et je vois ce que ça donne. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'était le contour qui était à l'avant-plan. Le motif s'est mis sur le contour. Je dois mettre, quand je sélectionne cette forme, la case de fond à l'avant-plan. Voilà. OK. Et j'avais mis un contour bleu précédemment. Voilà. Et donc, voilà, un motif, il n'est pas extrêmement génial, mais il peut être retravaillé. OK, la suite, vous regardez, vous ne faites rien. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Le principe va être quasiment le même. Je vais dupliquer le motif là, dans la palette nuancier. Voilà. Je vais zoomer en arrière et retourner en mettant mon plan de travail pleine page comme ça. Plein écran, je veux dire. Je double-clique sur ce duplicata. Voilà. Je passe ici dans les options de motifs en un par un. Et je teste qu'est-ce qui se passe si je fais avec 3 groupes au lieu de 2. Avec la flèche noire ici, je sélectionne un des groupes. Je vais dupliquer encore d'une autre manière, pas par le copier-coller, mais par la touche Alt. Vous connaissez ça. Voilà. Je vais ici activer l'outil de transformation et transformer. Et je vais voir ce qui se passe si je mets 3 poires. Alors, il est possible que ça commence à devenir un peu lent. Chez moi, ça commence à devenir un peu lent parce qu'il y a de la transparence, des dégradés. Voilà. Donc, il faut que j'imagine comment je vais positionner les 3 poires les unes par rapport aux autres. Et ça va être mon motif, quoi. Voilà. Le rectangle bleu qui doit forcément englober tout. Les copies qui vont montrer ce que ça donne. Voilà. Le rectangle bleu que j'ajuste. Voilà. Et on peut repositionner avec la flèche noire aussi les poires. Avec l'outil transformation manuelle, les tourner, les repositionner. Et voilà. Tiens, je me demande si ce serait pas bien d'en avoir encore une supplémentaire. Avec la flèche noire, je vais dupliquer celle-là, la mettre là, la tourner. Et voilà, vous avez un motif avec des poires dans tous les sens, là. Après, c'est vous qui voyez comment vous faites, hein. Donc, je vais sortir de l'édition de motifs, retourner sur l'autre plan de travail. Où il y a mes formes, sélectionner une forme, bien voir que c'est la case de fond qui est à l'avant-plan. Dans la palette ici, nuancier, je teste ces nouvelles poires. Et voilà. Encore un autre motif moins régulier, du coup. Ah tiens, il y a du texte qui se superpose. Il faudra régler ça dans le motif. Allez, éditer le motif. C'est un truc foireux. Oui, c'est là que ça se passe. Non, pas là, parce que là, c'est juste une répétition. Où est-ce que ça se passe, cette superposition? Là, oui. Alors, les motifs, c'est bien parce que quand vous êtes à court d'idées pour faire de la communication visuelle,
répéter quelque chose, c'est graphique. C'est graphique. Donc, vous avez peut-être quelque chose qui est visuellement pauvre, mais grâce au fait que c'est répété, ça donne une impression de richesse. Ça, c'est intéressant. Ok, donc avec le texte qui se superposait, qui maintenant est corrigé, ça a l'air parfait. Ce que je viens de faire là, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. C'était juste pour vous montrer que, voilà, il n'y a pas que les têtes bêches, il y a aussi les motifs où les objets ont l'air d'être jetés un peu n'importe comment. Mais il n'y a que 3 objets dans le motif qui sont positionnés l'un par rapport à l'autre, et voilà ce que ça donne. Alors, ce motif, il a de la transparence. Si on crée, par exemple ici, un rectangle, et que je lui mets une couleur de fond, et que je le déplace en dessous par la palette des calques, mais voilà, on voit que le motif, il a de la transparence. Son fond est transparent. Et ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Parfois, on veut que le motif, il ait un fond uni. Donc, 2 solutions. Soit j'édite le motif par la palette nuancier, je vais le modifier. Et voilà, dans la palette des calques qui montre le motif, je vais mettre un objet rectangle là en dessous. Ou alors, autre solution qui est vraiment bien aussi, c'est de ne pas faire le fond dans le motif, mais plutôt le faire sur la forme qui utilise le motif. Par la palette aspect, vous voyez, on a un contour, un fond avec le motif. Eh bien, si on demande dans la palette aspect, quand cet objet-là est sélectionné, d'ajouter un nouveau fond, on a un nouveau fond qui arrive, sur lequel on peut mettre un dégradé, éventuellement. Voilà. Le faire passer sous le fond du motif. Voilà. Et vous mettez un fond dégradé sur vos objets. Et ce que vous voulez, bien sûr, comme dégradé, ça se modifie par la palette dégradée. Donc, parce que, voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un dégradé qui est sur toute la forme. Ça amène un peu de variété dans le motif. Certaines parties du motif sont vues sur un certain fond, d'autres sur un autre fond. Voilà, ça peut donner des choses très sympas. J'ai juste fait un dégradé avec ces 2 couleurs-là dans la palette aspect pendant que la forme était sélectionnée. Et vous savez que ça peut être stocké en tant que style graphique. Menu fenêtre, style graphique. Il suffit de cliquer. Voilà. Du coup, ça va pouvoir être mis sur ce qu'on veut. Je fais rapidement une étoile ici. Par la palette style graphique, j'applique rapidement. Voilà. Donc, l'exercice que vous allez devoir faire avec tout ce que vous avez pris là, c'est de faire un packaging. Enfin, pas vraiment le packaging, pas vraiment un paquet de thé ou un emballage de parfum ou de pâtes, pas un packaging, mais le motif pour le packaging. Un motif de packaging, ça se fait dans Illustrator. Ça, la plupart du temps, ça se fait dans Illustrator. C'est utilisé pour faire des motifs de packaging. Mais alors, c'est un peu plus complexe que ça parce que dans un motif, dans un packaging, vous avez dans le motif parfois du vernis
du vernis seulement à certains endroits. Et donc là, il faut utiliser des couleurs spéciales dans Illustrator, des couleurs Pantone pour indiquer là où vient le vernis. On a parfois du doré à certains endroits aussi, ou on a parfois du gaufrage, vous voyez, de l'épaisseur dans le packaging. Tout ça, ça se prépare avec des couleurs spéciales dans Illustrator, des couleurs Pantone. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est un motif pour un packaging un peu bas de gamme, c'est-à-dire qui est imprimé en 4 couleurs chez l'imprimeur, mais sans ajout de vernis, de gaufrage, de dorure, quoi. Voilà. Mais ça, c'est important à comprendre, c'est que le graphisme, le but du graphisme, c'est avec peu de moyens d'obtenir le meilleur effet visuel. Et donc, vous avez une contrainte, c'est seulement 4 couleurs chez l'imprimeur, pas de fioriture, pas de finition, comme on dit. C'est juste un truc qu'on pourrait imprimer sur une imprimante jet d'encre en couleur et faire un mock-up de packaging, c'est-à-dire une maquette de packaging. Et donc, c'est là vraiment le boulot du graphiste, parce que c'est facile de faire des jolies choses si on ajoute, si on dépense beaucoup d'argent pour faire du vernis, de la dorure, du gaufrage. Oui, mais tout ça, ça coûte cher. Il faut arriver à faire des choses bien avec peu de moyens et parfois même avec une seule couleur. Un packaging avec une seule couleur, encore moins cher que d'imprimer en 4 couleurs chez l'imprimeur, et on peut faire des choses extrêmement bien si on est doué en graphisme. Ça, ce que je vous dis là, c'est vraiment important à comprendre. En entreprise, on reçoit parfois des CV, vous voyez, des curriculum vitae de gens qui veulent avoir un emploi. Et il y a une tendance actuelle qui consiste à faire des CV graphiques. On vous fait faire des CV avec plein d'images, c'est des CV imprimés en couleur. Et ça coûte cher. Un CV que vous envoyez à une entreprise, ça vous coûte 1 euro peut-être pour le faire. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'entreprise ne va pas nécessairement être impressionnée par votre CV. Peut-être qu'un CV imprimé, photocopié en noir et blanc, sorti sur une laser noir et blanc, avec juste du beau texte, de la belle typographie, un truc qui n'a pas coûté cher, ça vous a coûté 10 centimes pour sortir la feuille de l'imprimante laser, ça va peut-être plus impressionner. Parce que si vous envoyez des choses avec beaucoup de couleurs qui vous coûtent cher, ils vont se dire, tiens, voilà quelqu'un qui sait dépenser de l'argent. Et en entreprise, c'est exactement l'inverse qu'on cherche. C'est dépenser le moins possible pour les produits qu'on fait et les vendre le plus possible, bien sûr. La marge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à ce piège des CV ou des projets qui sont très coûteux. Il faut intégrer la composante économique. Le projet est beau et en plus, il ne coûte pas cher à faire. Voilà la phrase qu'on veut entendre. Alors, quelque chose que vous pourriez trouver par vous-même, mais que je vous dis quand même, là, j'ai aucun objet sélectionné. Je vais aller double-cliquer sur le motif. Je vais même le dupliquer et plutôt utiliser une copie ici. Voilà. Avant d'aller double-cliquer là, dans le nuancier, je vais me mettre avec le fond blanc ici. Voilà. Donc, quelque chose que vous pourriez trouver par vous-même, c'est qu'il est possible, bien sûr, d'ajouter des éléments, d'en supprimer, de modifier la poire, comme si on était vraiment en train de travailler normalement dans Illustrator et qu'on n'était pas en édition de motifs. Donc, par exemple, ici, dans la palette des calques, voilà, on voit qu'on a plusieurs groupes. Je vais activer un des groupes comme ça et aller faire une étoile rapidement. Voilà. Donc, l'étoile va avoir comme couleur de fond ceci. Comme couleur de contour, je vais lui mettre autre chose. Voilà. Et donc, elle se répète déjà dans le motif entier, cette étoile. Avec la flèche noire, je vais
dupliquer. Et donc, partout entre mes poires, je vais avoir des étoiles, éventuellement. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il est possible de modifier un motif, d'ajouter des choses. Même certaines étoiles vont pouvoir passer derrière les poires. Si je duplique, que c'est superposé comme ça, et puis que dans la palette des calques, je déplace en dessous, alors il veut pas, je dois remonter le groupe ici. Voilà. Donc l'étoile passe partiellement derrière. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Touche tabulation ici pour me débarrasser de toutes les palettes. On voit que, voilà, on a partout dans le motif des éléments qui ont été ajoutés. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Tout ça peut être modifié. Ajouter les choses, modifier le texte, modifier les couleurs, tout peut être fait. Palette aspect pour cet objet. Je vais aller modifier le motif ici. C'est celui-là qui va être utilisé. Voilà.